It's tea time. Let's go. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gossip. Mais encore une fois, je sais, en ce moment j'enchaîne. Ce n'est pas un gossip genre petit ragot de thé, truc plus ou moins sympatoche. Non, aujourd'hui on va encore parler de quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Et je suis en train de réaliser que ma prochaine vidéo gossip sera un petit peu dans le même délire en fait. Ouais, je sais pas, je crois que là je suis dans une lancée. Pourtant c'est pas fait exprès. Hein. Après Alexis Charquet, après Alia, aujourd'hui on va parler de Brittany Murphy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Brittany Murphy est une actrice américaine au destin tragique. Oui, là je vous dis, je suis dans une lancée en ce moment un peu macabre, mais son cas m'a beaucoup interpellée à l'époque et en plus c'est une actrice que j'adorais beaucoup. Alors en anglais on dit Britney, mais vous m'excuserez, moi j'ai toujours appelé Brittany. Donc Brittany Ann Bertolotti, donc ça c'est le nom de son père, est née le 10 novembre 1977 à Atlanta en Géorgie, mais elle va grandir principalement à Edison dans le New Jersey avec sa mère Sharon Murphy. Le papa est aux abonnés absents, les parents se sont séparés quand Brittany était encore toute petite, elle n'avait que 1 an. Alors j'ai entendu dire que c'est parce que son père a passé beaucoup d'années en prison, je crois une 12aine d'années, mais info à vérifier parce que malheureusement dans cette vidéo il y aura beaucoup d'infos que j'ai eu du mal à vérifier tellement ça se contredit de part en part, c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux. Toujours est-il que du côté de sa mère, elle est fille unique. Son père par la suite a eu d'autres enfants, donc elle a 2 demi-frères et une demi-sœur. Très jeune, Brittany exprime déjà sa passion pour la danse, le chant et la comédie. À 9 ans, elle va décrocher un rôle de chanteuse dans la comédie musicale Les Misérables. Elle va également tourner quelques pubs et c'est elle-même qui va supplier sa mère d'aller s'installer à Los Angeles parce que c'est the place to be pour percer dans le milieu du showbiz. Donc à 13 ans, elle part s'installer avec sa mère à Los Angeles et là, elle décroche un rôle dans la sitcom Drexel Class en 1991. Elle va continuer à enchaîner des spots publicitaires. On va également la voir dans les séries télévisées Frasier, Murphy Brown, Parker Lewis ne perd jamais et Sister Sister. Elle va également décrocher quelques petits rôles dans des films au cinéma, mais ce qui va vraiment la révéler au public, c'est son personnage de Ty dans la comédie Clueless en 1995 aux côtés d'Alicia Silverstone. Alors déjà là c'est important de noter que son rôle dans Clueless c'était, attention hein, c'est pas moi qui le dis, c'était la copine moche parce qu'effectivement elle ne correspond pas a priori aux standards qu'on recherchait dans fin des années 90. C'est malheureux, mais à l'époque, ce qui plaisait, c'était les blondes, filiformes. Et il y a même un directeur de casting qui lui a fait la remarque qu'elle n'était pas... alors, j'ai même pas envie de le dire, tellement que c'est vulgaire, mais en gros, qu'elle donnait pas envie de manière physique. Et que donc, c'était pour ça qu'elle ne décrocherait pas de grands rôles. Sympa, mais ça justifiera le fait qu'elle va énormément changer physiquement. Elle va perdre beaucoup de poids, elle va se teindre les cheveux en blond. Et petit panorama des rôles, on a pu la voir, mais moi je l'ai trouvée excellente. C'était dans Une vie volée aux côtés d'Angelina Jolie et de Winona Ryder. D'ailleurs ce film là je l'ai revu il y a 2 jours parce qu'en préparant ces vidéos je me suis dit ah, mais oui c'est vrai qu'elle jouait dans ce film là. En fait elle joue dans plein de films mais qu'on a zappé, enfin du moins on a pu zapper son personnage parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas toujours les premiers rôles et c'est dommage parce que rien que dans par exemple Une vie volée, elle a certains seconds rôles mais il est puissant son second rôle, il est vraiment poignant. Enfin, ce film est génial, de toute façon ce film est génial. Ne le regardez pas si vous n'êtes pas très bien. Hein. Donc ça c'était en 1999, on l'a vu aussi en 2001 dans Pas un mot avec Michael Douglas. La même année on a aussi pu la voir dans un film que j'adore, c'est Écart de conduite aux côtés de Drew Barrymore. Ce film m'a beaucoup touchée, on dirait une comédie mais ça n'en est pas une du tout, il est un peu passé à la trappe je trouve, on n'en a pas beaucoup parlé de ce film. C'est vrai que c'est pas un chef d'œuvre mais je le trouve très intéressant et naturellement tout le monde se rappelle surtout d'elle pour avoir fait la petite amie d'Eminem dans le film 8 Mile en 2002. Et ben moi bizarrement je crois que c'est l'un de ces seuls films que j'ai pas vu. Je sais pas pourquoi, je me surbraquais avec ce film, je l'ai jamais vu. Par la suite en 2003 on va la voir dans le film Just Married No Sex
Angeles aux côtés d'Ashton Kutcher. J'adore. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est sortie avec Ashton Kutcher pendant environ 6 mois et je trouve ça tellement dommage que leur couple n'ait pas duré parce que rien que déjà dans le film, on voit vraiment une alchimie, une complicité entre eux. C'est vraiment un couple qui fait juste trop rire et à ce qui paraît dans la vie, c'était la même chose justement. Ils s'amusaient beaucoup, je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble, mais ils ne sont pas restés ensemble. Pour la simple raison qu'en fait, Brittany était plus du style casanière, elle préférait rester chez elle avec sa mère, à travailler, essayer de décrocher des rôles. Voilà, elle était un peu plus sage, on va dire, qu'Ashton Kutcher qui lui, il avait surtout envie de s'amuser, envie d'aller en soirée, voir des potes, tout ça. Donc voilà, on va dire que leur différence de caractère, ça a fait que ça les a éloignés. Mais quel regret quoi. Et aussi on a pu la voir en 2004 dans Les Ex de mon mec. Un autre de ses rôles phares, je trouve, c'était dans le film Sin City en 2005 avec, déjà c'est de Tarantino, mais alors la brochette d'acteurs là-dedans, on a Bruce Willis, je me rappelle qu'il y avait aussi Jessica Alba, elle était trop belle là-dedans. Le personnage de Brittany Murphy était extraordinaire et d'ailleurs elle devait jouer dans la suite, mais à cause de ce qui va se passer après, elle ne jouera jamais dans Sin City 2. En 2006, cette fois-ci, on va la retrouver du côté doublage. Elle va doubler le personnage de Gloria dans Happy Feet. Et là, on peut justement se rendre compte de la voix qu'elle a, car oui, elle chante en plus très bien. Elle a fait partie d'un groupe quand elle était un peu plus jeune. Vraiment, je trouve que là, elle nous a donné encore plus matière à voir son talent. Côté vie perso, en 2007, elle va se rapprocher de Simon Monjack, qui est un scénariste, réalisateur, photographe anglais, qu'elle connaissait déjà depuis un petit moment. C'était pas passé quoi que ce soit entre eux, elle était trop jeune. Il a, il me semble, 8 ans de plus qu'elle et ils vont finir par se marier en 2007. Et malgré que leur couple ait choqué beaucoup, on parlait un petit peu de genre La Belle et la Bête, tout le monde à Hollywood se demandait mais qu'est-ce qu'elle lui trouve. Brittany n'avait Dieu que pour lui, elle est profondément tombée amoureuse et j'ai l'impression en tout cas que c'était réciproque. Et il va venir vivre avec elle et sa mère dans la maison que Brittany s'est offerte sur les collines de Los Angeles. C'était la maison de Britney Spears qu'elle partageait avec Justin Timberlake. Donc Britney lui a vendu et je vous expliquerai par la suite comment ça s'est passé parce que ça va un petit peu rejoindre un autre pan de notre histoire. En 2009, Simon et Brittany commençaient déjà à parler du fait qu'ils voudraient potentiellement quitter Los Angeles. Ils voulaient aller s'installer à New York. Simon avait déjà un appartement là-bas parce que Brittany ne supportait plus en fait les paparazzis, la pression du showbiz au sein d'Hollywood même. Donc elle voulait prendre un nouveau départ. Elle disait aussi que ce serait l'occasion pour Simon de trouver du travail en tant que scénariste, parce que quand je vous dis scénariste, c'est pas non plus un grand scénariste, hein. Elle, au niveau de sa carrière, c'était pas la grande folie à ce moment-là. Elle faisait surtout des rôles dans des films indépendants, donc avec pas des gros budgets, mais il fallait bien payer les factures, hein. Sa maison à Hollywood n'était pas gratuite, naturellement. Et il commence également à parler bébé. En novembre 2009, Brittany, avec son mari Simon et sa mère Sharon, se sont rendus à Puerto Rico pour tourner un film dans lequel Brittany devait jouer qui s'appelle The Caller. Mais alors, il y a deux versions. Il y a une première version qui dit qu'elle a été virée dès le premier jour parce que ça ne passait pas en fait avec le réalisateur. Ils avaient des différends artistiques insurmontables. La deuxième rumeur, c'est parce que apparemment Simon s'est pointé déchiré sur le plateau, bourré. Du coup, il s'est embrouillé avec des mecs de l'équipe et bon, voilà, en gros, ils leur ont dit dégagez, foutez le camp. Toujours est-il qu'elle va quand même rester là-bas pendant environ 2 semaines avec son mari et sa mère, tout simplement pour passer des vacances. Et là-bas, sa mère et son mari vont attraper un staphylocoque, donc ils vont tomber malades. Brittany va s'occuper d'eux. Ils vont rentrer à Los Angeles du côté de Brittany, RAS. Du coup, elle va continuer à s'occuper d'eux. Ils sont encore malades. D'autant que Brittany
s'occuper de sa mère et de son mari, c'est quand même quelque chose d'assez quotidien parce que la mère de Brittany a déjà fait 2 cancers et comme elle et sa mère elles sont fusionnelles, mais c'est un truc de fou, tout le monde en parle, comme quoi que elle ne se lâchait jamais. On pointe même du doigt que c'est pas normal qu'elle vive avec sa mère et son mari dans la même maison. Moi ça ne me choque pas plus que ça perso, du fait que voilà elle soit pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, le fait que Brittany soit offert une maison aussi luxueuse, bah ça aurait été un peu bête de laisser sa mère ailleurs et qu'elle habite une si grande maison toute seule. Et encore une fois, même si son mari vient vivre avec elle, la maison étant tellement grande, je pense qu'il y a moyen de se faire chacun son espace et... Enfin bref, moi ça me choque pas plus que ça en tout cas. Du coup sa mère, comme je vous dis, est quelqu'un qui a eu voilà des problèmes de santé, qui consomme des médicaments. Son mari également, il a aussi des problèmes de santé, alors lui c'est le cœur qui déconne. Il a même d'ailleurs fait une légère crise cardiaque sur le chemin du retour de Porto Rico à Los Angeles, donc dans l'avion carrément, il a fait une attaque. On a pu voir Brittany sur les tapis rouges quelques temps avant sa mort, où effectivement c'est vrai qu'elle a pas super bonne mine je trouve, malgré le maquillage tout ça. Là elle commençait en fait à tomber malade, donc elle a contracté une laryngite et l'erreur qui a été faite, c'est qu'elle n'a pas en fait consulté de médecin. Donc elle s'est soignée avec ce qu'elle avait. Sauf que on a par exemple son pharmacien qui dit que lui c'est quelque chose qui l'inquiétait un petit peu justement, la consommation de médicaments chez les Murphy Manjack, parce que il savait déjà que sa mère consommait pas mal de médicaments vu ses antécédents. Brittany Murphy, après Clueless, elle a eu un grave accident de voiture qui lui a laissé pas mal de blessures et de douleurs, notamment au niveau du dos. Donc effectivement elle avait pris pas mal d'antidouleurs. Donc quoi qu'il arrive, Simon, Brittany et Sharon, surtout Sharon et Simon, consommaient beaucoup de médicaments. Donc c'était une vraie pharmacie chez Brittany. Et c'est justement là que ça va déconner. C'est que pour se soigner de sa laryngite qui ne va pas passer, elle va commencer à prendre un peu tout et n'importe quoi pour que ça passe. Sauf qu'au lieu de traiter l'infection, ça va au contraire la shooter, descendre au niveau des bronches, donc dans les poumons. Là, ça va se déposer sous forme de pus et ça va se transformer en pneumonie. Et une pneumonie, on sait tous que c'est pas très beau. Ça peut être très moche, ça peut être très féroce. Et c'est le dimanche 20 décembre 2009 que tout va basculer. Brittany ne va toujours pas mieux. Il est 3 h du matin, elle n'arrive plus à respirer, sa chambre n'est jamais aérée, elle a des gros problèmes de moisissure, donc ses fenêtres, elle ne les ouvre plus. Pour respirer, c'est tout ce qu'il faut pas. Du coup, à bout de souffle, elle peine à se rendre sur sa terrasse pour respirer de l'air frais. Une fois sur la terrasse, elle va s'effondrer au sol. Sa mère va se précipiter vers elle et elle va lui dire « Maman, je meurs, je suis en train de mourir, je t'aime ». Là, sa mère va la soulever, va la ramener dans sa chambre. Son mari, bon, naturellement, lui non plus, il dort pas. Là, ils sont tous sur le qui-vive parce que oui, eux, ça va mieux, mais du coup, c'est elle que ça va plus du tout. Elle va finir par s'endormir un petit peu et à 7 h30 du matin, elle va se réveiller. Elle va chanceler jusqu'à sa salle de bain où là, elle va se mettre à vomir. Sa mère va se précipiter dans la salle de bain. Brittany va lui demander un câlin et elle va perdre connaissance. Immédiatement, sa mère Sharon appelle Simon au secours. Il arrive tout de suite dans la salle de bain et voyant que Brittany ne réagit pas, il va la transporter dans la douche pour lui mettre de l'eau pour la réveiller. Ça ne marche pas, du coup il la met au sol. Il va essayer de faire un massage cardiaque pendant que sa mère appelle les secours. What happened? Oh, somebody's passed out. Somebody what? My daughter's passed out. We're doing mouth to mouth. Please get here quick, Okay. please. Okay. All right, we're going to. How old is your daughter? She's 30. Please She's hurry. 30. To her mouth. Can you feel or hear any breathing? Can you feel her hear any breathing? Can you feel or hear any breathing? No. Okay. All right. Listen to me carefully. I'm going to tell you how to do compressions. Okay? Brittany, please come back. Ma'am. Ma'am. Is he still pumping on her chest? Yes. Okay. Needs to continue. Okay. He is. L'appel que je viens de vous passer, je l'ai écourté. Il va durer 9 minutes. Pendant 9 minutes, Simon va tenter la réanimation cardio-pulmonaire sans succès.
Les secours vont enfin arriver à 8h09. Ils prennent le relais et voyant que le pouls est très faible, ils la transportent tout de suite d'urgence à l'hôpital. Ils y arrivent à 8h38. À ce moment-là, Brittany est en arrêt cardiaque total et après maintes tentatives de réanimation, elle est déclarée morte à 10h05. Franchement, moi, ça m'a foutu un coup. Je me rappelle très bien où j'étais et ce que je faisais. Quand j'ai appris son décès, ça m'a mis une claque. À l'époque, donc en 2009, j'ai entendu dire qu'elle avait fait une overdose, après que c'était une overdose de médicaments, après que c'était une crise cardiaque. Alors effectivement, il y a eu une autopsie de fait, autopsie d'ailleurs que j'ai feuilletée, qui est en anglais, très détaillée, hein, donc je vais pas vous la lire, je vous mets les liens de tout, hein, de toute façon à chaque fois en barre d'infos. Regardez toujours bien ma barre d'infos parce que je vous mets non seulement les liens de toutes les sources qui m'ont aidé pour faire ma vidéo, mais également des liens supplémentaires. Si vous voulez approfondir, je vous mets des annexes, on va dire. Donc n'hésitez pas à checker pour ceux que ça intéresse. Mais là, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle avait consommé donc des antibiotiques Biaxine, des pilules contre la migraine, des médicaments contre la toux, un spray nasal, un antidépresseur, un anti-épileptique, un anti-inflammatoire, un bêta-bloquant ainsi que du Vicoprofène pour soulager la douleur de ses règles. En tout, elle avait 14 médicaments dans le sang, dont la moitié ne lui avait même pas été prescrit. Par exemple, le clonopine, donc l'anti-épileptique, ce n'est pas pour elle, c'est son mari qui fait des crises d'épilepsie. Il fait aussi de l'apnée du sommeil. Le bêta-bloquant, c'est également des médicaments de Simon. Alors là, si vous voulez, ce qui est très flou, c'est qu'en fait, on ne sait pas concrètement si c'est Brittany elle-même qui s'est servie dans les médicaments de son mari et ou de sa mère, ou si c'est eux qui lui ont donné. En tout cas, ce que rapporte le coroner, c'est que si elle avait été hospitalisée 24 heures plus tôt, elle aurait pu s'en sortir, mais là, de toute façon, même si les secours est arrivé avant qu'elle tombe dans les pommes, c'était déjà trop tard en fait. Ce qui est rageant d'ailleurs parce qu'elle avait pris rendez-vous avec le médecin, mais pas avant le lundi. Non, franchement, ça fout la rage, ça fout la rage. Mais ce qui va être très bizarre dans tout ça, c'est que 5 mois plus tard, à savoir donc le 23 mai 2010, son mari Simon Modjak va décéder dans les mêmes circonstances à l'âge de 40 ans. La conclusion du rapport d'autopsie de Brittany était que elle avait succombé à une pneumonie et à une anémie. Alors l'anémie, le fait qu'elle ait eu 2 fois ses règles dans le mois et qu'au moment où elle est décédée, elle avait ses règles et des règles très abondantes, peut justifier le fait qu'elle était en anémie. Rien de plus. Par contre, son compagnon, lui, pareil, il est décédé également d'une pneumonie et d'une anémie. Là, ça commence à soulever des questions. Il est mort également dans la maison, dans leur chambre. Déjà, beaucoup se sont posé des questions à la mort de Brittany, à savoir, est-ce que son mari aurait pas quelque chose à voir dans l'histoire? Parce que comme je vous dis, son mari n'était clairement pas aimé. En plus, j'avoue, c'est pas un mec très clean. Il y a des histoires d'escroquerie dans son passé, tout ça. Son ex-femme parle de lui. Voilà, ça a un petit peu papoté mal, quoi. Bon, c'est une chose, mais tuer sa femme, c'est quand même autre chose. Mais dans tous les cas, il est également mort. Donc là, certains ont commencé à pointer la mère du doigt parce qu'au final, c'est la seule survivante. Alors, en étant plus rationnel, certains ont dit que c'est à cause de la moisissure finalement qu'il y avait dans leur maison. Ça n'arrange rien, c'est vrai, mais la moisissure ne tue pas. Donc là, encore une fois, la mère de Brittany se retrouve à appeler les secours. Problem? What happened? My son-in-law, he stopped breathing. And is he awake or not awake? He was just breathing, and now Is he he awake stopped or breathing. not awake? He's sleeping. He is not breathing, you said. Yes. Not breathing at all. Yes. I am sent to help out there. Help me out here. All right, And hurry I am up, please. Et là déjà, bon, on est d'accord que c'est pas sa fille qui est en train de mourir, mais je trouve que là, dans l'appel, elle a l'air un peu... Je dirais pas qu'elle a l'air de s'en foutre. Ouais, encore une fois, c'est pas sa fille, mais... Enfin, ils avaient l'air tellement proches quand Brittany est décédée. Certains disent qu'ils partageaient le même lit, mais apparemment non, ça a été juste, encore une fois, des mauvaises langues. On les a même pointés du doigt parce que quand Brittany est décédée, ils ont voulu créer une association, en fait une fondation, pardon. Sauf que c'était lui et sa mère qui empochaient l'argent, or ça ce n'est pas légal. Qu'ils ont dit que oui, mais ils n'avaient pas eu le temps de faire tous les papiers, que Brittany venait juste de décéder, que de toute façon avec quoi, même pas 300-400 $, ils allaient en gros régler le truc quoi.
Bon, je ne sais pas après ce qui est advenu de cette fondation. Pour moi, ça collait pas que Simon soit responsable de la mort de sa femme parce que Simon n'a jamais figuré dans l'héritage de Brittany en fait. Tout son héritage allait à sa mère et le fait d'accuser la mère d'avoir tué sa fille et son gendre, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Alors oui, effectivement, elle récolte tout, mais pourquoi en fait sa fille lui donnait tout ce qu'elle avait, elle vivait avec elle, bah, c'était aussi une source de revenus pour elle, quoi. Je veux dire, tant que sa fille travaillait, bah elle aussi elle en profitait, donc pourquoi stopper tout d'un coup? Surtout encore une fois quand on sait la relation fusionnelle qu'elles avaient, pour moi ça ne tient pas debout. Toujours est-il qu'en tout cas le père de Brittany ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui en tout cas, il pense que c'est un empoisonnement. Donc il a demandé à faire des tests supplémentaires sur les cheveux de Brittany. Et en effet, il a été relevé qu'il y avait des traces d'une dizaine de métaux lourds. Mais ça a vite été mis au placard parce que tout simplement ces métaux-là, on pouvait certes en retrouver quelques-uns dans l'Amorora, mais également dans les teintures pour cheveux. Et pourquoi c'est cette hypothèse-là en fait de la teinture pour cheveux qui a été retenue et pas l'Amorora? C'est qu'en fait quand on veut empoisonner une personne, on s'y prend pas avec 10 métaux comme ça. On en prend un ou deux et ça fait le taf quoi. Donc non, on ne s'y serait pas pris comme ça. Et pourquoi son père pensait qu'elle avait été empoisonnée? Alors là entre en scène une personne du nom de Julia Davis. Alors elle pense carrément que c'est le gouvernement qui les a assassinés. Son problème à Madame Davis, qu'est-ce qu'elle fout dans l'histoire concrètement? Eh bien en fait c'est selon l'État, selon le gouvernement, une terroriste nationale parce qu'elle a exposé des failles de sécurité qui permettaient aux terroristes de se faufiler aux États-Unis. Et ça, elle dit s'en être rendu compte quand elle travaillait comme garde de sécurité aux frontières en Californie. Selon elle, Simon et Brittany savaient des choses, elle s'était confiée à eux, c'était une amie, hein, donc voilà. Et à cause de ça, ils auraient été dans le viseur du gouvernement et, selon elle, Brittany avait prévu d'utiliser sa notoriété et son influence pour l'aider et faire la lumière sur cette injustice, mais elle n'en a jamais eu la possibilité. Et le père de Brittany, donc Angelo Bertolotti, lui il dit que bah oui mais c'est vrai, ma fille était devenue une personne à abattre. Il dit, je cite, qu'ils les ont placés sous surveillance, ce qui incluait même des hélicoptères. Leurs téléphones étaient tous mis sur écoute. Brittany avait peur de rentrer à la maison à cause des fréquentes incursions chez elle et de la terreur psychologique qu'elle subissait après avoir témoigné en faveur de Julia. Ok, donc ça c'est donc la pensée de cette Julia Davis et du père de Brittany, donc qui a complètement épousé cette théorie. Mais on a de l'autre côté la mère de Brittany, donc Sharon, qui dit que c'est juste du grand n'importe quoi, que Brittany n'a jamais coopéré avec Julia Davis, elle n'a jamais signé de déclaration à son soutien, elle ne l'a même jamais rencontrée et savait à peine qu'elle existait. Selon elle, cette Julia Davis et le père de Brittany voulaient juste se faire de la pub, quoi, attirer l'attention sur eux. D'ailleurs, le père voulait justement qu'on réouvre l'enquête, voire même qu'on exhume le corps de sa fille pour refaire encore des tests. Et ça, malheureusement, peut-être entre guillemets, personne n'a accepté. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que ça aurait peut-être été intéressant d'aller jusqu'au fond des choses pour vraiment balayer cette théorie. Là, au moins, on aurait peut-être pu en être sûr. En soi, le rapport d'autopsie est assez clair, hein. Il y a assez de choses qui ont été dites, quoi. Moi non plus, perso, la théorie de l'empoisonnement, j'y crois pas trop. Comme je vous disais, il y en a beaucoup qui pensaient que Simon était pour quelque chose dans la mort de sa femme. Par exemple, le demi-frère de Brittany disait que cet homme était fou. C'était un manipulateur, un calculateur. Il était très, genre, control freak autour de Brittany. Il avait même les mots de passe de son adresse mail, tout ça. En gros, il avait vraiment fait un mur entre elle et le reste du monde. Selon lui, c'était pour la protéger des paparazzi. Il dit que c'est Hollywood en fait qui a tué Brittany. C'est Hollywood qui lui a brisé le cœur. C'est vrai que toutes les rumeurs de cocaïne, des rumeurs dégueulasses qu'il y a eu sur elle, il n'y avait rien de vrai. Dans tous les cas, j'ai beau vous dire que pour moi, la mère, je la sens pas coupable. Il n'empêche que le père de Brittany, il a quand même pointé du doigt quelque chose d'assez bizarre qui, moi aussi, là pour le coup, je n'arrive pas trop à expliquer. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, en novembre 2013, il a accusé justement Sharon d'avoir vendu les effets personnels de Brittany sur des sites d'enchères à des fins personnelles. Même son passeport. Il a même déclaré que toutes les affaires de Brittany ont été vendues au plus offrant puis revendues sur eBay. Il y a par exemple cette robe nude à fleurs qu'elle portait dans le film Uptown Girl en 2003 qui s'est vendue à 1920 $. On a également sa tenue en jean
qu'elle portait au MTV Video Music Awards de 2002. Et on a un autre témoignage qui est intéressant, c'est un témoignage de Lisa, la mère de Simon. Alors elle ne vise personne, mais elle dit quand même que quand son fils est tombé gravement malade, quelques heures avant qu'il meure, elle a appelé justement la mère de Brittany, donc elle a appelé Sharon, qui vivait donc toute seule avec son gendre à ce moment-là, en lui disant écoute mon fils je sens qu'il ne va pas bien, appelle une ambulance. Et Sharon lui aurait répondu mais non ça va, t'inquiète pas il va bien, pour 3 heures après l'appeler pour lui dire que son fils était décédé. C'est bizarre. Et quand donc Lisa elle est venue à Los Angeles pour assister aux funérailles de son fils, en fait elle s'est pointée à la maison de Brittany, qui est donc aussi quand même la maison de son fils, quoi, du mari de Brittany. Et apparemment Sharon n'était pas à l'aise, elle lui a dit bah, vous allez rester où? Elle dit bah ici. Enfin, c'est aussi la maison de mon fils, quoi, donc on va rester ici. Et elle a même voulu se recueillir dans la chambre dans laquelle était mort son fils. Sharon n'a pas voulu la laisser toute seule, il y avait un garde du corps qui était là. Lisa a trouvé ça étrange. Apparemment, quand ils sont partis à l'enterrement, il y avait même des types armés devant la porte et tout. Donc elle dit qu'elle croit vraiment au fait qu'il se sentait persécuté, en fait. Je parle bien de Sharon, Brittany et Simon. Alors je sais pas si peut-être cette Julia Davis avait finalement réussi à leur monter le bourrichon, ou si c'est Simon a voulu lui faire croire que tout le monde en avait après eux, je ne sais pas. Il y a d'ailleurs une vidéo assez étrange qui a été faite 2-3 mois après la mort de Brittany, où Simon a fait faire une visite guidée de leur maison. On voit d'ailleurs tous ces vêtements entassés comme ça sur des portants, enfin il n'y a plus de place nulle part, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est Simon qui leur a mis ça en tête, le fait qu'ils étaient tout le temps épiés, les paparazzis? Parce que même cette peur des paparazzis, elle est également ressortie comme excuse de pourquoi vous n'avez pas emmené Brittany plus tôt à l'hôpital. Ah, mais elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur que les paparazzi disent encore que c'est parce qu'elle avait fait une overdose, qu'elle se droguait, tout ça. Mais ça, c'est Simon et Sharon qui le disent. Donc voilà, vous voyez, c'est compliqué en fait, on ne sait pas. Est-ce que c'est Simon qui leur a mis ça en tête? Est-ce que c'est cette Julia Davis qui finalement leur a mis ça en tête? Dans ces cas-là, ça voudrait dire que Sharon ment et que donc Brittany était bien en contact avec cette Julia Davis, qu'elle leur monte autant de bourrichons. Est-ce qu'il n'y a jamais eu rien de tout ça? C'est juste que voilà, Brittany, le showbiz, elle saturait, les rumeurs sur elle, ça la peinait beaucoup. Simon a voulu peut-être un peu la protéger, mais peut-être qu'en voulant la protéger, il l'a également apeurée, affolée, et la mère a suivi. Moi perso, je pense que la mère est un peu bébête. C'est mon avis sur cette femme. Je ne pense pas qu'elle ait empoisonné sa fille et son beau-fils. Je pense qu'elle est un peu simplette. Et ça, je vais vous dire pourquoi j'ai pensé ça, parce que j'ai vu un film affreux qui est passé sur TF1 sur justement Brittany Murphy. Je vous dis affreux parce que c'est une bouse, c'est une bouse, mais au moins il nous apprend quelques petites choses. Et j'ai l'impression que la mère de Brittany, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, quoi. J'ai l'impression que c'était plus Brittany qui était, on va dire, décisive du duo. Je dirais pas que c'était finalement plus elle la mère, mais un peu au final. Voilà, c'est Brittany qui l'a drivée et après c'est Simon qui les a drivées toutes les deux. Peut-être qu'elles étaient à ce moment-là en difficulté et que lui il a un peu porté les deux à bout de bras, mais il en a également profité pour les enfermer parce qu'ils vivaient vraiment comme trois reclus. Moi c'est plus comme ça que je vois les choses. Et l'autre théorie, c'est la théorie de la maison hantée. Donc cette fameuse maison située à Rising Glen Road, elle l'a donc achetée en 2003 à Britney Spears, comme je vous ai dit, pour la modique somme de 3,9 millions de dollars. Alors là c'est la maquilleuse de Britney qui a rapporté cette histoire. Elle dit qu'en fait Britney la sentait pas, cette maison. Elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle a fait venir quelqu'un pour en gros exorciser entre guillemets la maison, enfin pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui déconnait. Et à ce moment-là, elle a été poussée dans les escaliers par une force invisible. Naturellement, ça fait flipper n'importe qui, hein. Toujours est-il que quand ça s'est produit, Britney Spears a quitté la maison. Elle a été dormir à l'hôtel en disant « Je ne dormirai plus jamais dans cette maison ». Donc voilà, un Casper qui l'a poussé dans les escaliers. Certains croient que cette maison est hantée et que l'esprit qui a poussé Britney Spears dans les escaliers peut-être finit le travail avec Brittany et Simon. Donc voilà, si vous voulez mon avis, il est très mitigé, hein. J'entends très bien cette histoire de que c'est louche, ils avaient peur de quelque chose ou quoi, mais en même temps j'ai envie de vous dire comme beaucoup de célébrités en fait.
Peut-être que tout simplement elle recevait des lettres de fans un peu dérangés qui disaient vouloir lui faire des trucs et que du coup voilà elle avait peur. Simon pareil, donc par sécurité bah, ils avaient pris effectivement un garde du corps, des caméras, tout ça. Des fois il n'y a pas à chercher plus loin. Je pense que ce qui a tué Brittany et Simon c'est de la pure négligence. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories. Est-ce que c'est la maison hantée? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que le mari avait quelque chose à voir là-dedans? Volontairement, j'entends. Hein. Pour moi, c'est de la négligence. C'est tout. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, de vous répondre et de débattre avec vous. Bah, comme d'hab, hein, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, le petit com, c'est encore mieux. Et si vous voulez vraiment me faire kiffer, vous vous abonnez si c'est pas encore fait. On se retrouve mardi pour le trait d'horreur et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Tea Time. Voilà. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.